Bonjour à toutes et tous. Bonjour, je suis heureuse de vous voir si nombreuses et si nombreux pour la présentation de nos propositions pour l'Île-de-France. Je vous sais intéressé par un sujet particulier qui est assez éloigné des compétences de la région et je répondrai à vos questions à la fin de cette conférence de presse, mais par respect pour les franciliennes et les franciliens qui me font confiance, pour mes colistières et mes colistiers, pour les militantes et les militants qui tous les matins sont sur le terrain, dans les gares, devant les écoles, dans les marchés pour rencontrer nos électrices et nos électeurs, qu'il me soit permis de vous présenter quelques-unes de nos mesures emblématiques dont vous retrouverez l'ensemble dans le document de 64 pages qui est distribué aujourd'hui. Nonobstant, j'ai lu, comme vous, le tweet publié par Gérald Darmanin il y a quelques minutes. Alors, je ne sais pas si, entre-temps, il y en a eu un autre. Et j'ai bien vu l'intention et la main tendue par le ministre de l'Intérieur. Et donc, je la saisis, cette main tendue. Je suis contente que le ministre de l'Intérieur ait entendu mon propos ce matin dans son intégralité, qui était le même propos que celui que j'ai toujours tenu. Ce que j'ai dit ce matin sur LCI, c'est ce que j'ai dit chez la plupart de vos confrères depuis 15 jours, c'est ce que je dis toujours depuis des années. Non, je ne considère pas que toute la police nationale soit violente ou raciste. Au contraire, je soutiens la police nationale. C'est une institution de la République que je respecte. Je soutiens les policiers, je sais qu'ils sont des cibles, je sais qu'ils sont en difficulté, je vois les difficultés auxquelles ils sont confrontés tous les jours sur le terrain, dans mes déplacements aux côtés des franciliennes et des franciliens, et j'ai exprimé à chaque fois, à chaque drame, malheureusement, ma compassion et ma solidarité à l'égard des victimes, de leurs proches, de leurs collègues et de l'institution. Il arrive que des policiers et des policières se conduisent de façon anti-républicaine et dans ce cas, me semble-t-il, ils doivent être sanctionnés. C'est ce que j'ai dit ce matin, c'est ce que j'ai toujours dit et même que j'ai dit l'année dernière lors d'une manifestation dont on me reproche aujourd'hui d'y avoir participé. Et donc je renouvelle ce propos encore aujourd'hui devant vous et maintenant. Le ministre de l'Intérieur me propose de me rencontrer. Je me rendrai à cette invitation avec enthousiasme et un esprit purement républicain qui m'anime depuis toujours. Et donc, je pense que nous pouvons maintenant passer à la suite et reprendre la campagne électorale là où elle semblait s'être arrêtée depuis 24 heures, même si les militantes et les militants d'Île-de-France en commun étaient, et je les en remercie, sur le terrain tôt ce matin. Eux n'abandonnent pas et ce ne sera pas mon cas non plus. Voilà, et par ailleurs, je répondrai à vos questions à la fin de cette conférence de presse sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui, c'est-à-dire les mesures que je présente aux franciliennes et aux franciliens, et éventuellement sur ce sujet-là également. Île-de-France en commun, je vous le rappelle, est une liste divers gauche, soutenue par 6 partis politiques de la gauche écologiste, le Parti socialiste, le Parti des radicaux de gauche, Place publique, les écolos solidaires, le MRC, la GRS, et c'est une liste également composée de personnalités de la société civile, de femmes et d'hommes engagés, et c'est d'ailleurs mon cas, puisque, je le rappelle, je ne suis encartée dans aucun parti. Île-de-France en commun est donc la seule liste en lice pour ces élections régionales, conduite par une personne issue de la société civile et soutenue par de grands partis politiques. Ce sont un honneur et une responsabilité dont je mesure chaque jour toute la portée. Ce que nous portons, ce que nous voulons pour l'Île-de-France, c'est un avenir apaisé, responsable et juste. C'est faire de l'écologie et de la participation le socle de nos politiques publiques. Le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité sont des réalités quotidiennes, en France aussi, donc en Île-de-France. Ne croyez pas que le réchauffement climatique soit pour des pays ou des temps lointains. Il frappe ici aussi, déjà maintenant, dans notre région. En faisant des millions de personnes en situation de précarité énergétique, en exposant les plus démunis aux effets des canicules, de la pollution de l'air, en les privant des bienfaits d'une biodiversité sans cesse mise en péril, notre système actuel de transport, de mobilité, de consommation, d'agriculture, d'alimentation nous conduit à la catastrophe si nous n'en changeons pas profondément. La catastrophe pour une majorité d'entre nous, car ce système qui dégrade chaque jour notre environnement amplifie les inégalités.
Une proportion minoritaire de la population continue pourtant d'en tirer profit et trouvera toujours le moyen de compenser les effets néfastes de ces prédations, tandis que la majorité, elle, subit ces effets sans pouvoir toujours s'en protéger. Et c'est pour cette majorité que je suis engagée. C'est pour changer la donne et parce que nous n'avons plus le temps pour les petits pas, parce qu'il nous faut non pas une simple adaptation, mais une profonde transformation que nous proposons aujourd'hui aux franciliennes et aux franciliens, une série de mesures, fruit d'une longue concertation au sein de 28 groupes de travail composés de militantes et militants, d'élus, au masculin et au féminin, d'expertes et de citoyennes et citoyens engagés. Et d'ailleurs, on peut être tout cela à la fois. Alors, en fait, nous avons fait le compte, cher Jean-Marc, car c'est toi qui as mené avec Béatrice Marr le Lab des idées et ces 28 groupes de travail, et on s'est rendu compte qu'il y avait quasiment 800 propositions. Donc je vous rassure, je ne vais pas énoncer les 800 ce matin, nous en avons choisi quelques-unes. Vous connaissez bien sûr notre mesure de gratuité des transports en commun, une mesure de pouvoir d'achat, de justice sociale et de responsabilité à l'égard de l'urgence climatique. Je l'ai déjà beaucoup présentée, donc je n'y reviens pas en détail, si ce n'est pour vous dire de nouveau que dès le 1er septembre de cette année, toutes les jeunes franciliennes et franciliens de moins de 18 ans pourront se déplacer sur tout le réseau d'Île-de-France Mobilité sans payer. Et ce sera aussi le cas pour les 18-25 ans, demandeurs d'emploi et étudiants. C'est une mesure dont nous estimons le coût à 109 millions d'euros cette année, 329 millions d'euros en année pleine. En 2022, ce seront les personnes âgées et les personnes en situation de handicap qui bénéficieront de cette mesure, puis d'année en année, jusqu'à la fin du mandat, toutes les catégories d'usagers y auront droit. Il faut impérativement comprendre cette mesure de gratuité des transports comme faisant partie d'un ensemble. La mobilité n'est pas qu'une question de transport, et le transport n'est pas qu'une question de gratuité. D'abord, la gratuité n'est pas exclusive de la qualité des transports. Les investissements seront maintenus, voire augmentés, pour finaliser des chantiers encore en souffrance. Je pense au prolongement des lignes de métro 10, 11 et 12 et de tramway, la 1, la 5, la 7, encore la 10. Nous voulons améliorer l'accès aux gares du Grand Paris et leur interconnexion avec les autres modes de transport. Mieux synchroniser les horaires de bus, de tramway et ceux des trains. Sécuriser par des pédibus les accès piétons, multiplier les parkings relais, les plateformes d'autopartage et de covoiturage, mieux connecter les gares aux infrastructures du vélo, installer dans les gares des places de parking de vélos sécurisées. Nous allons réaliser le RER-V sans rupture de réseau, mais aussi reconvertir une partie des autoroutes urbaines pour en faire des espaces favorisant le vélo, le covoiturage et l'autopartage. Nous nous sommes par ailleurs engagés à améliorer sensiblement le PAM. Dominique, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Ce système de transport des personnes en situation de handicap lourd, notamment, nous allons aligner les départements sur le mieux-disant d'entre eux, mais aussi engager une réflexion pour une harmonisation entre les tarifs du PAM et ceux d'Île-de-France Mobilité, du réseau Île-de-France Mobilité. C'est une demande qui a été formulée à de nombreuses reprises lors de nos rencontres avec les associations qui représentent les personnes en situation de handicap soucieuses d'utiliser les transports en commun et qui doivent utiliser ce fameux PAM. La gratuité des transports en commun, c'est l'inscription du transport en commun dans un schéma global de mobilité, d'aménagement du territoire, de rapprochement des lieux d'habitation et de travail et de changement de nos habitudes. Nous lancerons des conférences départementales de desserte pour optimiser les déplacements en transport en commun au sein des départements et entre départements pour éviter que les franciliennes et les franciliens qui veulent se déplacer d'un département à l'autre ne soient contraints systématiquement de repasser par Paris pour aller de leur département à un département voisin. Nous voulons aussi associer les chefs et les chefs d'entreprise franciliens et franciliennes à cette transformation. Les accompagner dans l'incitation aux mobilités actives de leurs salariés avec une généralisation de l'indemnité kilométrique vélo et des flottes de vélos de fonction plutôt que de voitures de fonction, des vélos cargo, des places de parking vélo dans leurs entreprises, devant les entreprises, des services de navettes électriques pour récupérer leur personnel à la gare et le conduire jusqu'à son lieu de travail. Et bien sûr, nous inciterons les entreprises à favoriser, quand c'est possible, le télétravail, 1 à 2 journées par semaine. C'est un souhait des franciliens et c'est un souhait des employeurs franciliens. Aujourd'hui, plus de 8 patrons sur 10
appartenant au MEDEF, et encore ce ne sont pas tous les patrons de l'Île-de-France, plus de 8 membres sur 10 du MEDEF Île-de-France se disent d'accord pour que leurs salariés aient 1 à 2 journées de télétravail par semaine, ce qui est une révolution. Les mêmes, il y a un an, avaient une opinion tout à fait différente. C'est la preuve que les choses sont en train réellement de changer. À charge pour les employeurs et pour nous de mettre en place les bonnes conditions de télétravail pour chacune et chacun. Autre grande compétence de la région, le logement. Avec 1 200 000 personnes mal logées et 750 000 demandes de logement social en attente, souvent pour plusieurs années, la région Île-de-France, région la plus riche de notre pays, est aussi celle des plus grandes inégalités. L'actuelle présidente de région n'a cessé de désengager la collectivité, coupant une partie des financements pour les villes qui abritent plus de 40% de logements sociaux, mais sans pour autant contraindre les villes qui ne respectent pas la loi à augmenter leur parc social. Peu décidée à aider les plus démunis, à améliorer leur sort, elle s'est retirée des dispositifs de soutien aux copropriétés dégradées. Le logement social, ce n'est pas l'affaire de Valérie Pécresse. D'ailleurs, il faut l'entendre, fustiger la Seine-Saint-Denis plutôt que de l'accompagner. Il faut lire les tracts de plusieurs de ces candidats qui accusent la gauche de vouloir transformer l'Île-de-France en plusieurs petites Seine-Saint-Denis, comme si les Dionysiennes et les Dionysiens étaient des pestiférés dont il faudrait que le reste de l'Île-de-France se prémunisse. C'est évidemment inacceptable. Contre cette conception que je considère comme scandaleuse, outrageante, nous promouvons une transformation de l'ensemble de notre région. Nous voulons doubler les crédits consacrés à la création de logements sociaux pour les classes moyennes et populaires. Nous voulons rééquilibrer la répartition de nos forces vives, nos travailleurs, les familles, nos jeunes et nos seniors. Et pour cela, nous favoriserons une mixité réelle dans les territoires et à l'école. Nous voulons limiter l'étalement urbain en transformant les millions de mètres carrés de bureaux vides, obsolètes, de friches industrielles ou commerciales, en logements sociaux et intermédiaires, mais aussi en lieux d'hébergement d'écosystèmes d'entreprises de proximité et d'économie sociale et solidaire, car il nous faut en finir avec les quartiers dortoirs, sans commerce, sans proximité, sans lien social, et conjuguer notre nouvel aménagement avec la production et l'emploi de proximité. Nous soutiendrons les organismes de foncier solidaire qui, dissociant le foncier du bâti, permettent l'accession à la propriété pour les ménages modestes. Nous voulons l'encadrement des loyers dans toute la région. Ce dispositif a démontré son efficacité. Il sera accompagné d'un effort particulier pour limiter les hausses de prix en marge des grandes opérations d'aménagement, notamment autour des futures gares du Grand Paris Express. Nous soutiendrons financièrement les copropriétés dégradées afin que celles et ceux qui sont dans la difficulté ne voient pas en plus se dégrader à vue d'œil leur lieu de vie. Ainsi, nous financerons les opérations publiques d'amélioration et de sauvegarde de l'habitat. Plus de 150 000 logements en Île-de-France sont encore insalubres. Nous déploierons un plan exceptionnel pour leur éradication. Nous voulons que les collectivités puissent mettre en place un permis de louer. Nous voulons accélérer et amplifier la rénovation thermique avec la mise aux normes d'au moins 8 000 logements sociaux mal isolés par an. Et nous renforcerons les aides aux propriétaires privés avec un guichet unique, des avances de frais, des compléments aux aides nationales sous conditions de ressources et une labellisation des entreprises de confiance. La transition écologique et solidaire, ce sont des emplois de proximité, non délocalisables et inclusifs. C'est pourquoi nous créerons un programme régional de formation et d'insertion professionnelle pour le développement des métiers de la rénovation thermique. Encore un mot ou deux pour vous parler de la santé et des lycées. Sur la santé, sujet lié aux inégalités s'il en est, dont la crise sanitaire de ces 15 derniers mois nous a démontré l'ampleur, il nous faut être beaucoup plus volontariste que l'actuel exécutif. L'Île-de-France est devenue le premier désert médical français. Plus de 1000 médecins non remplacés depuis 2017. Plus de 4 millions de Franciliennes et de Franciliens disent avoir du mal à obtenir un rendez-vous chez le médecin. Parmi nos mesures, un service public régional de coordination de l'offre de santé. Je sais que tu y tiens, Jean-Marc, et Jérôme, évidemment, Jérôme Guedj. Sa mission, identifier avec les collectivités, les élus, les comités d'usagers, les bassins de vie et les besoins les plus urgents. Ce service public apportera un soutien financier, administratif et technique aux professionnels de santé.
Cette concertation nous permettra d'identifier les lieux de notre territoire où doivent s'installer les 180 maisons ou centres de santé que nous prévoyons d'ouvrir, en plus d'offrir des conditions d'installation attrayantes aux jeunes médecins volontaires pour s'installer dans les territoires les plus fragiles. Nous voulons par ailleurs une vraie politique de santé environnementale. Nous créerons un observatoire de la santé environnementale et nous financerons des études épidémiologiques au long cours sur la santé des Franciliens et des Franciliennes et les impacts des pesticides, de la pollution de l'air, du bruit et du stress. Nous renforcerons la lutte contre les perturbateurs endocriniens, notamment dans notre restauration collective, mais aussi dans les équipements régionaux. Nous lutterons également pour une réduction drastique des usages des produits de l'agrochimie pour préserver d'abord la santé des agricultrices et des agriculteurs, celle des Franciliennes et des Franciliens en général, mais aussi préserver la biodiversité et la qualité de nos eaux. Nous mènerons une politique de promotion de la santé tout au long de la vie, avec des actions de sensibilisation à une alimentation saine, une activité physique régulière ou la lutte contre les conduites à risque. Nous voulons renforcer la recherche en biologie et en santé et porter un effort singulier sur la compréhension et la bonne prise en charge des phénomènes de Covid long. Nous voulons relocaliser la production de médicaments, de vaccins et d'équipements médicaux de base, les masques, les seringues, les blouses, l'appareillage réa de lits d'hôpitaux. Et la région doit faire une orientation stratégique de son développement économique et accompagner l'implantation de nouveaux sites industriels en ce sens. Autre grande compétence de la région, les lycées. Que de lycées, cher Maxime, en situation d'abandon. Que de travaux jamais ou mal finis. Et je pense à Isabelle, qui doit être en train de nous regarder, Isabelle Bérécy. Que d'établissements en situation de surpopulation. Il manque 10 000 places de lycées en Île-de-France et la situation ne va pas s'arranger au rythme où Valérie Pécresse fait face au problème. Non contente d'avoir baissé la dotation générale de fonctionnement des lycées, l'actuelle présidente de région n'a eu de cesse de privilégier les lycées déjà privilégiés et de livrer des lycées neufs pleins de malfaçons. N'est-ce pas, Dienaba ? L'état du bâti se dégrade dans la plupart des départements. Ainsi, un lycée fédère d'Épinay-sur-Seine, pour lequel le tribunal administratif a été saisi, ou le lycée Rabelais à Paris, dans le 18e arrondissement, dont les élèves vont être délocalisés dans le 14e. Nous allons construire des lycées exemplaires et ouverts à plusieurs usages. La région doit investir davantage dans ces lycées généraux, techniques et professionnels. Nous voulons des lycées conçus avec la communauté scolaire, et je me tourne encore vers toi, Dienaba, pour ceux qui ne la connaissent pas, Dienaba Diop, notre tête de liste dans les Yvelines, et qui est enseignante, en plus de ses mandats électifs. Nous l'associerons, cette communauté scolaire, pleinement à la conception des nouveaux établissements qui seront en bâti durable. Nous voulons apporter aux enseignants, aux lycéens, à l'ensemble de la communauté éducative, les moyens de travailler dans un environnement confortable, moderne et sûr. Nos lycées accueilleront de nouveaux usages. Leurs espaces culturels, sportifs et extérieurs pourront être utilisés par des associations le week-end et pendant les vacances scolaires. Nous améliorerons le service public régional de l'orientation, aujourd'hui en grand dysfonctionnement. Nous voulons mieux prévenir le décrochage scolaire en renforçant l'accompagnement individuel des lycéens en difficulté, en organisant notamment un tutorat assuré par des étudiants ou en accompagnant les associations de soutien scolaire. Pour permettre aux décrocheurs de reprendre un parcours scolaire, un micro-lycée, c'est-à-dire une structure à la taille, à la pédagogie adaptée, sera installé dans chaque département. Nous organiserons des appels à projets pédagogiques, des appels à projets qui seront organisés pour financer des actions pédagogiques innovantes dans l'ensemble des lycées. Je veux aussi renforcer les dispositifs de prévention et de repérage de la détresse psychologique dans les familles et dans les lycées, notamment en soutenant la création de postes d'infirmières, de psychologues scolaires et d'assistantes sociales. Nous garantirons par ailleurs une alimentation saine et durable dans les cantines. Objectif, je l'ai déjà dit ici, 100% bio ou durable et local, et zéro plastique évidemment, c'est la loi, sans augmentation des tarifs et grâce à la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi la plus grande présence de menus végétariens. Pour ce qui concerne les formations, outre des formations au métier de la santé et de la prise en charge du grand âge, cher Jérôme, nous voulons que la première région agricole de France soit aussi celle de l'excellence de l'apprentissage des métiers agricoles et des métiers de la transition écologique et solidaire. Nous implanterons donc de nouveaux lycées agricoles,
mais aussi des incubateurs de start-up de la transition écologique et solidaire, de l'économie sociale et solidaire et les formations afférentes. Il est temps d'accompagner notre jeunesse. La jeunesse est la première touchée par les effets de la crise sanitaire depuis mars 2020. Outre nos propositions pour les lycées, notre proposition de gratuité des transports, nous déploierons bien sûr un ensemble de dispositifs spécifiquement dédiés à la jeunesse. D'abord, donc, la gratuité des transports dès le 1er septembre prochain. Ensuite, le pass jeunes franciliens et franciliennes qui permettra à tous les jeunes d'Île-de-France l'accès aux aides existantes auxquelles elles et ils ont droit. Trop de jeunes n'y ont pas recours par méconnaissance ou par appréhension, et pour certains et certaines d'entre elles, cela peut représenter un RSA par mois. La région aura donc un rôle de coordination entre les différents niveaux d'aide. Nous y ajouterons une aide sociale d'urgence supplémentaire de 150 € par mois pour les 100 000 jeunes les plus en difficulté. Pour les 100 000 jeunes les plus en difficulté d'Île-de-France, donc une aide supplémentaire d'urgence de 150 € par mois. Les jeunes auront aussi accès à nos 10 000 emplois rebond verts financés par le secteur de l'économie sociale et solidaire, les associations et les ONG, et cela pour lutter contre le non-emploi parmi la jeunesse. Et puis nous créerons également un corps civil de transition écologique et solidaire. Ce corps permettra chaque année à 50 000 jeunes franciliens de s'engager dans l'action pour le climat par un volontariat rémunéré. Nous voulons que les jeunes puissent se loger décemment. C'est pourquoi nous financerons 4 000 logements par an pour les étudiants et les jeunes travailleurs. Et nous développerons les colocations solidaires et intergénérationnelles dans le parc social. Le temps me manque pour vous parler de nos mesures sur la sécurité dans les transports et aux abords des établissements scolaires. Je vous avais présenté il y a une quinzaine de jours nos mesures de soutien à l'économie sociale et solidaire, à la culture et au sport. J'ai beaucoup parlé déjà de notre Assemblée citoyenne du long terme, dont vous trouverez le fonctionnement dans le document qui vous est remis aujourd'hui. Je voudrais quand même en dire un mot très rapide, même si j'en ai déjà beaucoup parlé. L'adoption du principe de non-régression, à la fois par cette Assemblée citoyenne du long terme, mais aussi par le Conseil régional, garantira aux franciliennes et aux franciliens nos ambitions en matière de préservation du climat et de la biodiversité. Ce dispositif d'avant-garde, qui est basé sur la co-construction entre démocratie représentative et démocratie participative et délibérative, incarne tout ce que je souhaite changer en politique. En finir avec la coupure entre démocratie représentative, les élus, et démocratie participative, les citoyens et les citoyennes engagées. En finir avec le sentiment pour beaucoup de ne pas être représentés ou de l'être mal. En finir avec la sensation de voter par défaut. C'est l'ambition que nous portons et que nous matérialiserons par le poids que nous accorderons au génie citoyen, tel que je le nomme, dans nos processus de décision. Je vous ai longuement aussi parlé, il y a une quinzaine de jours, de notre banque publique régionale, dont je vous invite à redécouvrir les principes. Un établissement qui permettra de soutenir les petites et moyennes structures, de créer des écosystèmes vertueux entre entreprises de l'ESS ou de l'insertion par l'activité économique, qui soutiendra la relocalisation pour que nous consommions davantage de produits made in Île-de-France. Je sais, Adrien, que c'est quelque chose auquel tu tiens particulièrement. Je répète ici notre engagement à faire de l'économie sociale et solidaire un secteur économique à part entière. Je répète notre engagement à conditionner les aides régionales aux entreprises à des critères environnementaux et sociaux. Le bilan carbone, l'impact sur la biodiversité, le maintien de l'emploi, la qualité du dialogue social, la formation professionnelle continue, l'égalité femmes-hommes, l'accessibilité, l'emploi ou la formation pour les personnes en situation de handicap. Tout cela, ce sont les conditions que nous mettrons à l'octroi d'une aide aux entreprises. Je répète ici notre engagement à soutenir les structures du monde de la culture, singulièrement dans la période de crise à laquelle elles font face, aussi bien pour les professionnels que pour les praticiens dits amateurs. Et ce sera à travers des fonds dédiés, mais aussi en créant une compagnie de théâtre, une compagnie de danse et un orchestre dans chaque lycée. Notre région doit être celle de la lutte contre les inégalités. Toutes les inégalités. Je suis engagée depuis longtemps dans les combats contre les discriminations, pour l'égalité femmes-hommes, pour les droits des LGBTQIA+. Ma présidence sera à l'image de cet engagement
de toute une vie. Une région dans laquelle on ne considère pas les inégalités comme une fatalité. Une région dans laquelle chaque francilienne et chaque francilien doit se sentir partout chez lui. Une région d'égalité réelle à laquelle je dédierai une vice-présidence et les prérogatives nécessaires. Ce sera également une région résolument écologiste qui met l'écologie au service de la justice sociale, au service de la lutte contre les inégalités et au service du bien-être d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous voulons définir de nouveaux indicateurs de bien-être. Emma Coste n'est pas là, mais elle était celle qui dirigeait le groupe de travail sur ce sujet. Nous assumons le projet de rendre les franciliens et les franciliennes plus heureuses et plus heureux dans leur quotidien, leurs relations humaines, leur rapport au vivant et leur confiance dans l'avenir. Nous travaillerons donc avec les citoyens à l'élaboration d'un indicateur mesuré par exemple à l'aune du niveau de vie, de la santé, de l'accès aux services publics, des conditions de vie et de travail au quotidien et bien sûr dans l'environnement. Nous voulons faire de l'écologie une réponse quotidienne aux difficultés et aux aspirations des franciliennes et des franciliens. Aucune technologie ne nous permettra de faire l'économie de la transformation profonde que nous commandent les effets du réchauffement climatique. Aucune technologie n'empêchera qu'en France aussi, l'empreinte carbone des mieux lotis soit 6 à 10 fois supérieure à celle des classes populaires, alors que ce sont les classes populaires qui subissent le plus les effets d'un réchauffement climatique provoqué par d'autres qu'elles-mêmes. Dans le monde, les 10% les plus riches produisent plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre, quand les 10% les plus pauvres subissent 50% des effets les plus graves du réchauffement climatique. Cette inégalité structurelle, elle se retrouve dans notre pays, elle se retrouve dans notre région. Et c'est contre cette triple injustice, plus vous êtes bas dans l'échelle de revenus, moins vous émettez de gaz à effet de serre, mais plus vous en subissez les conséquences sans pouvoir vous en protéger. C'est pour mettre fin à cette triple injustice qu'il nous faut résolument transformer notre point de vue sur l'organisation de nos sociétés modernes. Faire de l'écologie le meilleur outil de lutte contre les inégalités. Faire de l'écologie le projet le plus enthousiasmant d'une vie remplie d'échanges, de liens, d'épanouissement et d'attention à l'autre. C'est notre projet, parce que l'autre est ce qui peut nous arriver de mieux. Parce qu'aucun objet, aucun écran, aucun bolide, aucun meuble ne remplira jamais mieux votre vie que l'altérité. Rencontrer l'autre, humain ou vivant, le vivant en général, vous savez quoi? C'est le but de notre existence au fond. Alors il arrive qu'un objet nous touche, un tableau, une œuvre musicale, ce qu'il faut de sanglots pour la moindre chanson, comme disait Brassens. Mais là aussi, c'est la rencontre avec l'autre, celle ou celui qui a créé, qui propose au monde une rencontre, un échange, un regard, un souffle. Et même quand c'est un paysage qui s'offre à vous et vous coupe le souffle, quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit? L'envie de partager ce moment avec l'autre. Et alors, quand la rencontre a lieu, qui et quels sommes-nous? Admirable question, dit Césaire. Qui et quels sommes-nous? Admirable question. Eh bien, il me semble qu'avec Île-de-France en commun, nous avons un début de réponse. Je vous remercie. Alors, je réponds à vos questions, chers amis. Je sais que vous avez beaucoup de questions sur la Banque publique régionale, sur les maisons de santé, sur tous ces sujets sur les lycées, sur tous ces sujets que nous avons évoqués. Qui commence? Oui. Vous avez annoncé que vous allez saisir la main tendue par le ministre de l'Intérieur. Signifie-t-il que les actions en justice sont annulées, sont abandonnées? Écoutez, je ne sais pas où en est le ministre de l'Intérieur lui-même de son action en justice, car au début de cette conférence de presse, j'en étais à son tweet disant qu'il m'avait entendu ce matin et qu'il souhaitait me recevoir pour en parler. Donc, si vous avez eu une info depuis, je ne sais pas.
mes avocats, pour l'instant, ne retirent pas leur intention de déposer plainte devant la Cour de justice de la République pour dénonciation calomnieuse et de saisir le tribunal judiciaire de Paris pour diffamation. Ça, c'est là où on en était il y a 20 minutes. Encore une fois, j'ai entendu ce qu'a dit, enfin, j'ai lu ce qu'a écrit Gérald Darmanin. Je le rencontrerai avec plaisir. Je ne sais pas où lui-même en est de sa plainte. Autre question? Oui. Merci. Tiens, comme s'il te plaît, on va le faire. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Bon, très bien. J'ai le temps de boire alors. Merci. Sur nos propositions, rien? Non? Bon, écoutez, on ne fait pas de micro tendu, on vous a dit. Hein. Donc c'est soit vous posez les questions maintenant, soit je réponds plus. Vas-y, allez-y, Benjamin Mathieu. Je vais vous poser une question sur Gérald Darmanin, plutôt politique. Est-ce que pour vous, c'était une tentative de déstabilisation de votre campagne, d'autant qu'une personne proche de Valérie Pécresse a relayé une vidéo d'une manifestation il y a un an, dans le but, bien évidemment, de s'attaquer. Comment vous réagissez par rapport à cette plainte de Gérald Darmanin? C'est assez rare quand même qu'un ministre de l'Intérieur intervienne dans une campagne quand il est effectivement aussi le garant de la bonne tenue des élections. Est-ce que vous y voyez une tentative de déstabilisation de votre campagne? Alors, je ne vais pas remettre de l'huile sur le feu puisque Gérald Darmanin manifestement, effectivement, tend la main. Oui, d'abord j'ai mal compris l'intention du ministre de l'Intérieur. Je n'ai même pas compris ce qu'il me reprochait précisément d'avoir tenu comme propos. Et je crois que manifestement, il s'agissait soit d'une décision prise dans la précipitation, soit d'une tentative d'intimidation. Comme nous allons en discuter tous les deux, je pense qu'il me dira quelle était son intention première. Sur les propos que vous avez tenus dans cette manifestation, il y a maintenant 11 mois, quelques manifestations Alors, c'est une manifestation qui a été organisée par SOS Racisme, qui s'est tenue le jour des obsèques de George Floyd. Et je vous rappelle le contexte mondial l'an dernier, au moment de la mort de George Floyd, et les manifestations qu'il y avait dans le monde entier. Il y a eu des manifestations également en France, il y a eu des manifestations à Paris. Et ce rassemblement était organisé par SOS Racisme pour dénoncer ce qui existe malheureusement parfois dans notre pays, c'est-à-dire des violences policières et des actes racistes ou des propos racistes tenus par la police. Dans mon allocution, je dis d'abord en préliminaire et en préambule, et je répète ensuite dans le cours de mon allocution que non, toute la police évidemment n'est pas raciste et toute la police n'est pas violente et que je soutiens les policiers. Mais ça a été coupé par mon adversaire qui est colistier de Valérie Pécresse et qui a fait un montage totalement à décharge, qui ne montre pas la nuance qu'il y avait dans mon propos. Question, oui? Une question sur votre programme pour le développement des lycées. Oui, merci. Assez conséquent du nombre de places pour les lycéens. Très concrètement, par combien de créations d'établissements de lycées ça passerait sur l'ensemble de la région? Il manque aujourd'hui 10 000 places d'après les projections qui sont faites sur la population lycéenne. Donc déjà, il nous faut un diagnostic de l'existant et des lycées qu'il faut réparer, rénover, agrandir. Certains d'ailleurs sont trop grands et trop surdimensionnés et donc on y associe parfois un collège. Donc déjà faire ce diagnostic de département en département et ensuite implanter un certain nombre de nouveaux établissements, c'est ce qui est prévu, mais avant d'avoir fait le diagnostic, c'est difficile de projeter un chiffre très précis. Ce que je peux vous dire, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que nous voulons insister sur la formation au métier du grand âge, au métier du soin, puisque ça fait partie de la prérogative, des prérogatives de la région. La formation professionnelle fait partie des prérogatives de la région. Donc nous allons insister sur ces nouveaux métiers du soin et du grand âge, de l'accompagnement du grand âge. Et nous allons aussi beaucoup insister sur des formations au métier de la transition écologique et solidaire, de la logistique responsable, par exemple, des nouvelles techniques agricoles. J'évoquais tout à l'heure le fait que la région Île-de-France est la première région agricole de France, mais elle est la moins nourricière à l'égard de sa propre population. Aujourd'hui, l'Île-de-France produit pour exporter, produit beaucoup d'alimentation pour bétail, un peu d'alimentation humaine,
essentiellement pour exportation, en dehors de l'Île-de-France et en dehors de la France. Nous aimerions que cette région soit de nouveau nourricière, ce qui permet de garantir un revenu et des méthodes agricoles beaucoup moins dangereuses pour la santé des agriculteurs et des agricultrices. Encore une question ou le tour est fait? Je cite souvent Césaire. Mon état d'esprit, combatif, comme toujours. Vous savez, on m'avait posé cette question il y a quelques années, de me dire si vous arrivez à la fin de votre vie, qu'est-ce que vous vous direz? Je dirais que la vie est un sport de combat. Ma vie est un sport de combat depuis toujours, mais je ne me plains pas. J'ai une belle vie, j'ai une vie qui m'offre énormément d'opportunités et je les saisis. Je suis au combat, je suis aux côtés des Franciliennes et des Franciliens, à leur écoute surtout. Vous savez, il faut écouter les personnes que l'on rencontre, les écouter, les entendre, c'est-à-dire entrer dans la compréhension et les accompagner ensuite quand vous êtes en capacité de le faire. C'est le cas d'une présidente de région qui a les leviers, le levier de la commande publique, le levier de la participation citoyenne, tel que je veux l'associer à la décision de la région, pour changer la vie des Franciliennes et des Franciliens, mais ni contre eux ni sans eux, mais avec eux et pour eux. Donc, je suis dans cet état d'esprit, je suis tous les matins très tôt dans les gares, dans toute l'Île-de-France. J'ai sillonné notre belle région depuis plusieurs mois et je continuerai de le faire. Je continue en même temps, j'ai la chance de n'avoir pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, je continue en même temps à remplir mes obligations d'adjointe à la maire de Paris et je me sens dans un état d'esprit déterminé et combatif. Vous serez aussi combatif et à l'écoute lors de la rencontre avec Gérald Darmanin. Oui, absolument. Je serai, oui, mais vous savez, on peut être. La combativité, c'est pas forcément une démonstration de force. Ça peut être simplement de la sérénité et une forme de verticalité et de tranquillité, force tranquille. Pardon de la référence, mais pas mal. Voilà, moi j'irai voir le ministre de façon tout à fait sereine, ouverte. S'il veut entendre ce que j'ai à dire et ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, car encore une fois, vous savez, c'est pratique de ne pas varier dans ses opinions, ça permet de rester cohérent. Eh bien, je le lui dirai. J'imagine qu'il a des choses à me dire également. Nous allons échanger courtoisement, de façon républicaine et constructive. C'est très important d'échanger avec des gens même qui n'ont pas le même point de vue que vous. Alors après, voilà, il y a des personnes avec lesquelles on ne partage aucune valeur et avec lesquelles je n'ai pas vraiment, ça ne m'intéresse pas vraiment de discuter. Mais le ministre de l'Intérieur se situe, jusqu'à nouvel ordre, dans le périmètre de la République. Et donc, rencontrer quelqu'un qui ne pense pas comme moi, mais pour discuter de la situation de notre pays, des difficultés des policières et des policiers, mais aussi de la rupture de dialogue entre les forces de l'ordre et les citoyens, qui est quelque chose de douloureux. Vous savez, les policiers et les policières, ce sont des citoyens et des citoyennes. Hein. Ils se lèvent le matin en citoyen ou en citoyenne. Et donc, qui est cette espèce de rupture du dialogue entre une partie des citoyens, des citoyennes et les policiers, je pense que c'est quelque chose qui est douloureux aussi à vivre pour eux. Donc, si le ministre veut me parler de tout ça, je suis tout à fait ouverte à la discussion. Oui. Sur le logement, vous Oui. avez parlé du permis de louer et de l'encadrement des loyers. Absolument. Déjà. Alors, généraliser l'encadrement des loyers à l'ensemble de la région et s'assurer qu'effectivement ce soit le cas, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les villes. Et ensuite, sur le permis de louer, être particulièrement intransigeant sur les conditions de ce permis de louer. Les départements ont leur mot à dire sur ce sujet.
Quand je vous dis que 150 000 logements sont considérés comme insalubres en Île-de-France, c'est un nombre qui est considérable et contre lequel il nous faut lutter, en plus de lutter contre les phénomènes de marchands de sommeil. Alors ça peut être en portant plainte, en se portant partie civile dans des situations avérées de marchands de sommeil, ou ça peut être en accompagnant, par exemple, des copropriétés dégradées à s'améliorer. Oui. Régulièrement, une partie de vos opposants pour cette course à la présidence de la région font justement campagne sur le thème de la sécurité dans les transports. Ah oui, absolument. Proposition. La situation de la sécurité dans les transports, je ne m'y suis pas arrêtée aujourd'hui parce que je l'avais déjà beaucoup évoqué dans la conférence de presse précédente. C'est une préoccupation majeure des franciliennes et des franciliens. 6 franciliennes ou franciliens sur 10 qui utilisent quotidiennement les transports ont peur d'être agressés et 100% des femmes qui utilisent régulièrement les transports en commun disent y avoir subi soit je dirais presque au mieux des insultes sexistes, soit bien pire avec des agressions, voire des viols. Donc évidemment, c'est un sujet d'inquiétude pour les franciliennes et les franciliens. Et ce que nous proposons, c'est d'être très exigeants avec les opérateurs RATP, SNCF, pour que leur brigade assure, prévue pour ça, agents de sécurité, assure la sécurité des franciliennes et des franciliens et qu'ils augmentent sensiblement les effectifs. Vous savez, aujourd'hui, le GPSR, c'est environ 1000 agents déployés sur le réseau. Valérie Pécresse, récemment, a renouvelé le contrat qui lie Île-de-France Mobilité à la SNCF et à la RATP, dont nous sommes le premier client, hein, le plus important. Et vous savez de combien elle a augmenté les effectifs ? De 23 personnes, alors qu'elle passe son temps à expliquer qu'elle est là pour la sécurité des franciliennes et des franciliens. Je pense que c'est parce qu'elle ne prend pas assez les transports en commun, en fait. Comme elle a décidé de faire sa campagne à bord d'un bus climatisé aux vitres teintées, peut-être que si elle descendait au niveau des transports en commun, dans les sous-sols et en dessous des sous-sols, puisque parfois on descend très profondément sous terre, elle se rendrait compte à quel point les franciliennes et les franciliens sont inquiets. Mais pour autant, ils n'ont pas toujours le choix d'utiliser un autre mode de transport et surtout, ils ne le souhaitent pas, parce que beaucoup de franciliennes et franciliens sont bien conscients de la nécessité pour nous de passer par des transports en commun de qualité, sûrs et, si possible, qui arrivent à l'heure. Donc, pour ce qui nous concerne, nous serons très exigeants envers les opérateurs. Et puis, cette mesure de gratuité des transports, elle permet de libérer de leur charge une grande partie des contrôleurs déployés sur le réseau. Et après discussion avec les représentants du personnel et les représentants syndicaux, ce que nous voudrions, c'est arriver à redéployer ces personnes dans les rames, dans les gares, dans les gares routières, pas pour en faire des agents de sécurité, parce que ce n'est pas leur métier, mais pour en faire des agents de médiation. Et nous savons, parce que les franciliennes et les franciliens le disent, que la simple présence dans une rame d'un agent de la RATP ou de la SNCF, même si on sait que ce n'est pas un agent de sécurité, permet de pacifier et de rassurer les gens. Donc sur ce sujet-là, nous serons particulièrement exigeants, parce que c'est effectivement une préoccupation des franciliennes et des franciliens. Oui, oui, absolument. C'est le socle. Alors, rival, le mot est un peu fort. Disons que c'est une liste qui est à côté de la nôtre et qui porte des idées assez semblables sur beaucoup de sujets, mais pas sur tous. Par exemple, sur la gratuité des transports. Quelqu'un m'a posé la question récemment, mais oui, mais alors... qu'est-ce qui fait que je voterai plutôt pour vous que pour Julien Bayou ? Parce que moi, je vais faire la gratuité des transports. Et je vais la faire pour tous les franciliennes et les franciliens. Je ne vais pas faire juste du tarif préférentiel, du tarif social, etc. Nous ferons la gratuité des transports pour l'ensemble des franciliens tout au long du mandat. Encore une fois, ça ne se fait pas en 24 heures. Et nous la ferons en insérant cette gratuité des transports dans une question plus vaste de mobilité, de changement de nos mobilités. Encore une fois, connecter le rail, les bus, les tramways, les infrastructures vélos, tout ce qui concerne les navettes, les questions de franchissement de la Seine qui sont particulièrement sensibles, je pense singulièrement aux Yvelines, et puis bien sûr les parcours des piétons.
les piétons, les déplacements piétons sont encore 60% des déplacements franciliens quotidiens. Donc il faut, j'ai vu beaucoup d'endroits en Île-de-France où c'est très compliqué d'être piéton. Vous avez des trottoirs qui sont très étroits, qui sont heurtés, vous avez un bus ou un camion qui passe tout près. C'est très anxiogène pour les piétons. Donc il nous faut absolument une réflexion globale avec les départements, avec les collectivités, avec les élus et évidemment les usagers, pour restituer l'espace public aux piétons, pour sécuriser leur parcours et surtout aux abords des gares. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de pédibus sécurisés. Mais on oublie la mobilité qui est un sujet majeur en Île-de-France. C'est un gros sujet. Sur la mobilité, sur le logement social, nous n'avons pas forcément toujours les mêmes points de vue. Voilà, après... Il y a moins de différence entre Julien Bayou et moi qu'entre Laurent Saint-Martin et moi. Ça, d'accord, on est d'accord. Et d'ailleurs, nous avons effectivement des conceptions assez proches des transformations à mener pour l'Île-de-France. C'est pour ça que les conditions me semblent réunies ou à réunir pour réaliser l'union entre le premier et le second tour. Nous aurons besoin de cette union. Les Franciliens et les Franciliennes en auront besoin de cette union pour battre Valérie Pécresse, parce que c'est possible. Je sais que certains et certaines d'entre vous qui regardent, qui font de l'arithmétique se disent non, mais jamais de la vie, elle n'y arrivera jamais. C'est encore tout à fait possible de battre Valérie Pécresse. Il nous reste 3 semaines et demie pour cela, pour convaincre les Franciliennes et les Franciliens de nous porter au plus haut au premier tour de l'élection régionale. Et ensuite, à nous, avec Clémentine Autain et Julien Bayou, de trouver le bon terrain d'entente qui permettra à chacun de se retrouver sur ses valeurs, sur ses principes, sur ses principaux projets, pour ensuite aller à la victoire et battre Valérie Pécresse et débarrasser l'Île-de-France d'une gestion qui a amplifié les inégalités, qui a amplifié le déclassement et qui est bien dure à ceux qui ont moins. Donc voilà, c'est ça l'objectif. C'est pour ça que je suis là. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Bonne journée.